Bonjour, je suis Richard Saindon. J'aimerais vous parler quelques minutes de ce livre que j'ai écrit avec mon collègue Paul Larocque et qui s'intitule Jules Abriand, bâtisseur d'empire. Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Jules Abriand n'était pas un personnage extrêmement connu, il était surtout très discret. Heureusement pour nous, historiens, il nous a laissé un fonds d'archives très volumineux. Mais pour vous mettre l'eau à la bouche, je peux vous dire par exemple que dans les décennies 1930-1940, Jules Abriand était l'homme d'affaires francophone le plus riche de la province de Québec. Alors, je vais vous raconter un peu qui était Jules Abriand. Il est né en 1888 dans un petit hameau de la vallée de la Matapédia, dans une famille très pauvre. Son père travaillait comme cantonnier sur la ligne de chemin de fer du Canadien national à l'époque qui s'appelait l'Intercolonial. Il a grandi à Saint-Octave-de-Métis. Saint-Octave va beaucoup changer sa vie parce que tout près de Saint-Octave-de-Métis, on retrouve une localité qui s'appelle Métis-sur-Mer. Et c'est là, à la fin du 19e siècle, que les riches anglophones, les hommes d'affaires de Toronto et de Montréal, se construisaient de luxueuses villas pour aller passer l'été. Alors, la proximité de ces gens extrêmement riches va avoir une influence sur la vie de Jules Abriand. Ça va devenir comme un leitmotiv, une fascination pour lui, ce pouvoir de l'argent également. Alors, il va faire des études au Nouveau-Brunswick. Il va faire un cours commercial, donc pas de hautes études. Et il va être embauché au début du 20e siècle comme commis de banque à Saint-Georges-de-Beauce. De fil en aiguille, il se retrouve à Amqui, dans la vallée de la Matapédia, à nouveau. Et en 1911, il va être appelé à travailler à la création de la compagnie électrique d'Amqui. On va construire sur la rivière Matapédia une petite centrale hydroélectrique dès 1912 pour desservir quelques localités. Au fil des mois et des années, Jules Abriand va devenir propriétaire de la compagnie électrique d'Amqui et en 1922, il va fonder la compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent, compagnie plus importante qui va construire 2 barrages hydroélectriques sur la rivière Métis. Et ça, vraiment, ces barrages-là vont être la base de son empire. Le siège social de la compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent va être installé à Rimouski et c'est de là qu'il va commencer à rayonner et à bâtir son empire. Et pourquoi, dans le cas de M. Briand, on parle d'un empire industriel et financier? Eh bien, voici, c'est parce qu'il va ajouter un grand nombre de compagnies que lui-même va fonder. D'abord, en 1927, il va créer Québec Téléphone, qui deviendra plus tard TELUS Québec. En 1929, ce sera une compagnie maritime, la compagnie de transport du Bas-Saint-Laurent, dont les navires vont sillonner l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Par la suite, il va fonder en 1937 une station de radio, ce qui était quand même dans l'Est du Québec en 1937 assez audacieux. Alors la station CJBR va voir le jour à Rimouski. Il va ajouter des journaux, 2 hebdomadaires dans la région également du Bas-Saint-Laurent. En 1954, ce sera une station de télévision, toujours à Rimouski. Et il va continuer comme ça, il va fonder une compagnie de construction, une compagnie ferroviaire également. Il va posséder le chemin de fer qui relie Montjoly à Matane. Donc, un empire extrêmement diversifié. Il va toucher également au domaine de la haute finance. Il va d'abord entrer au Sun Trust sur le conseil d'administration. Il va également siéger au conseil d'administration de la Banque provinciale du Canada. Il va devenir d'ailleurs le président exécutif et le président du conseil d'administration de la Banque provinciale du Canada. Voilà pour sa dimension de la haute finance. Il va également avoir une carrière politique assez importante. D'abord, il va devenir, dès les débuts des années 20, un organisateur politique de premier plan. Il sera l'organisateur du Parti libéral tant au provincial qu'au fédéral pour les 3 régions de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. C'est lui qui va diriger les candidats et qui va tenir les cordons de la bourse des finances du Parti libéral, tant au fédéral qu'au provincial, pour ces 3 grandes régions et pour une bonne partie du Québec aussi. En 1942, M. Briand va être nommé au Conseil législatif du Québec. C'était l'équivalent du Sénat québécois. Alors, de 1942 à 1968, il va siéger au Conseil législatif. Il va être également nommé en 1943 par le premier ministre Adélard Godbout, président du Conseil d'orientation économique du Québec. Alors, c'est un organisme qui devait conseiller le gouvernement sur la marche à suivre pour relancer l'économie de la province de Québec après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on parle aussi beaucoup de cet homme-là. Il avait un certain nationalisme. Et pour lui, les Québécois, les francophones,
ils voyaient leur avenir passer par l'instruction, par l'éducation. Alors, M. Briand va mettre l'épaule à la roue et va fonder à Rimouski 3 écoles assez prestigieuses. D'abord, une école d'arts et métiers pour apprendre les techniques aux jeunes. D'ailleurs, M. Briand lui-même avait besoin de beaucoup de techniciens pour ses entreprises et il n'en trouvait pas, donc il a décidé d'en former. Il va créer également l'Institut maritime du Québec, alors qu'on appelait à l'époque l'École de marine, c'est en 1944. C'était le premier institut francophone du genre au Canada pour former des capitaines de marine marchande et des officiers ainsi que des mécaniciens de marine. Et il va fonder également une école de commerce, toujours à Rimouski. Alors, M. Briand a également aidé financièrement des dizaines, voire des centaines d'étudiants, un peu partout, même à travers le Canada. Il était très généreux sur ce plan-là. Et on va parler également dans la biographie de M. Briand de sa vie privée aussi. On voulait toucher diverses facettes de sa vie, ses loisirs, ses voyages, ses amis. Et aussi, on met l'accent sur l'incroyable réseau de contacts que M. Briand avait développé dans le domaine des affaires et dans le monde politique. D'ailleurs, M. Briand avait un camp de chasse très prestigieux. Il était le propriétaire de la rivière Natashquan pendant de nombreuses années. Et ce camp de chasse recevait, ce camp de pêche au saumon, recevait les premiers ministres, les têtes couronnées de ce monde. Tous les ministres provinciaux et fédéraux passaient par là. Alors, il avait un réseau de contacts absolument incroyable. Alors voilà, j'espère que je vous ai donné le goût d'en savoir un peu plus sur M. Jules Briand et de consulter cette biographie, Jules Briand, bâtisseur d'Empire. Bonne lecture.